Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Madame de Malherbe, merci de votre invitation. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions, non seulement à mes questions, mais aussi à celles des auditeurs et des téléspectateurs qui sont très nombreux depuis ce matin à m'envoyer leurs questions et à vouloir réagir. Vous êtes le président du Rassemblement national, vous êtes le vainqueur des élections européennes, vous êtes arrivé premier et puis vous faites campagne pour être le Premier ministre en cas de victoire du RN aux législatives. D'abord une question sur le programme, parce que ce qu'on découvre depuis hier, c'est que finalement vous ne ferez pas le référendum sur l'immigration. C'était la pierre angulaire de votre programme. Non, c'est la prérogative du président de la République. Que finalement vous ne supprimerez pas la double nationalité, contrairement à ce qu'affirmait encore hier soir Sébastien Chenu, votre vice-président. Marine Le Pen, madame. Et que finalement vous ne reviendrez plus sur la réforme des retraites. C'est faux. Eh ben, ça commence bien. Madame. C'est à quelle version de votre programme qu'on doit se fier? D'abord, bonjour. Dimanche 9 juin, le Rassemblement national a réalisé un score important, un score historique et le plus haut score qu'il ait réalisé de toute son histoire. Suite à notre demande, alors que tous les observateurs m'expliquaient que c'était impossible pendant de nombreux mois, le président de la République a entendu notre appel, a décidé... Appel que vous aviez lancé d'ailleurs ici même. Parfaitement, de prendre acte et de revenir devant les Français en organisant le 30 juin et le 7 juillet des élections législatives anticipées. Dans ce cadre-là, le Rassemblement national peut aujourd'hui obtenir, et c'est tout le travail que j'essaie de bâtir en ces temps, une majorité pour offrir à la France une majorité nouvelle et un gouvernement issu du Rassemblement national, mais un gouvernement d'union nationale avec l'ambition de redresser le pays. Donc nous travaillons précisément à la constitution d'un projet autour de 3 grandes urgences, le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. Pardon de revenir sur les questions que vous m'avez posées. En fait, on a besoin de clarification, c'est-à-dire savoir vous me dites, je ne ferai programme. Vous me dites, je ne ferai pas de référendum sur l'immigration. Le référendum, notamment par le déclenchement de l'article 11, vous le savez, la prérogative non pas du Premier ministre, mais du président de la République. Tout à fait. En revanche, si je deviens Premier ministre du pays au début du mois de juillet, je ferai de la question de l'immigration et du contrôle de nos frontières l'une de mes priorités. Et ça tombe bien parce que c'est aussi la priorité des Français. Et donc je ferai voter dès les premières semaines de mon action par le Parlement, une loi immigration qui aura notamment dans un premier temps vocation à faciliter les expulsions de délinquants, criminels et islamistes étrangers en levant les contraintes administratives qui s'appliquent. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, on pourra rentrer dans les détails. Et surtout, je supprimerai le droit du sol. C'est un message clair. Je dis avec moi, la France n'aura plus vocation à être un pays d'immigration massive incontrôlée. Nous choisirons de manière minime, mais nous réduirons drastiquement et considérablement le flux. Deuxièmement, vous m'avez interpellé sur la question de la réforme des retraites. Sur la question de la réforme des retraites. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que la situation économique, budgétaire et financière du pays est dans un état catastrophique. Avant de remonter la pente, nous devons mettre un coup d'arrêt à la glissade dans laquelle nous ont conduit les macronistes. Donc, sur la question économique, j'ai une priorité, et je crois que cette priorité, c'est aussi celle des Français, c'est la question du pouvoir d'achat. Dès les premières semaines de mon action comme Premier ministre, je ferai d'abord de la baisse de la TVA sur le carburant, sur l'énergie, sur l'électricité, le gaz et le fioul. Alors que des millions de Français n'arrivent plus aujourd'hui à payer leurs factures, l'une de mes priorités dans mes premiers jours de mon action, dans les premiers jours, vous baissez les taxes immédiatement une baisse des taxes sur l'énergie, parce que se déplacer et se chauffer est aujourd'hui dans notre pays, madame, en train de devenir un produit de luxe. Gabriel Attal a, dans sa première décision au mois de février, décidé d'augmenter de 10% les prix de l'électricité, et le gouvernement d'Emmanuel Macron s'apprête au 1er juillet à augmenter de 10% les prix du gaz. Donc, j'annulerai... Ici même, lundi, disait que le prix de l'électricité allait baisser d'ici 6 mois de 15... Vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Depuis 2 ans, hausse de 45% des factures d'électricité. Donc, première mesure, c'est la TVA, et je ferai donc voter cette mesure par le Parlement par l'intermédiaire d'un projet de loi de finances rectificatif. Et deuxièmement, je souhaite aller devant la Commission européenne pour négocier une dérogation sur le marché européen de l'électricité pour sortir des règles de fixation des prix et permettre immédiatement à la France de retrouver un prix français de l'électricité. Les gens qui nous écoutent ce matin doivent savoir que Emmanuel Macron se soumet à ces règles. C'est l'Allemagne et ce sont la Commission européenne qui artificiellement décident d'indexer le prix de l'électricité en France sur le prix de la dernière centrale à baisse, c'est-à-dire sur le gaz. Et dire donc que parfois ça nous arrange.
Parce que précisément, on en vend beaucoup de l'électricité à nos voisins. Oui, que donc si vous faites baisser le prix, oui, ça va être très bien pour les factures des Français, exactement. Mais ça va aussi être très mauvais à long terme, puisqu'on vendra moins cher l'énergie qu'on exporte. Mon ambition, c'est l'autonomie stratégique et c'est l'autonomie énergétique. La France a de tout temps eu comme atout industriel et stratégique majeur son parc nucléaire. Je souhaite donc qu'elle puisse bénéficier de son avantage comparatif. Grâce au nucléaire, c'est une énergie décarbonée, pas chère, c'est bon pour les ménages, mais c'est aussi bon pour les entreprises. Donc ma priorité économique, ça sera le pouvoir d'achat. Après, et une fois réglé ce temps des urgences, j'engagerai, madame, le temps des réformes. Et il y aura dans ce temps des réformes la réforme des retraites. Je ne conçois pas aujourd'hui que des millions de Français qui ont commencé à travailler très tôt arrivent à la retraite en mauvaise santé, avec les bras cassés, le dos cassé, avec un système de retraite qui est légal injuste. De la retraite avec vous, Jordan Bardella. Je permettrai à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans de partir à 40 annuités de cotisation et avec un âge de départ légal à 60 ans, avant 20 ans. Au-delà, il y aura évidemment une progressivité qui se mettra en œuvre et je ferai en fonction pour les autres, des contraintes budgétaires dont je vais hériter. Mais ma priorité, c'est les Français qui ont commencé à travailler très tôt, qui ont des métiers difficiles, qui n'ont pas la chance et l'avantage que nous avons tous les deux de travailler l'hiver dans des bureaux qui sont chauffés et l'été dans des emplacements qui sont climatisés. Donc à cette France-là, je veux lui rendre justice. Ça, ce sera le temps 2. On l'a chiffré pour ce premier étage de la fusée, je dirais, sur la réforme des retraites à 1 milliard, 1,6 milliard. Pour vous donner un exemple, les soins gratuits que nous offrons aujourd'hui aux clandestins, c'est également plus d'1 milliard d'euros. Donc je fais des choix, mais j'en ai juste ça, c'est supprimé. ras-le-bol. Et ça, c'est supprimé. Je remplacerai l'aide médicale d'État par une aide d'urgence, mais il n'y aura plus la gratuité des soins pour les gens qui viennent dans notre pays et qui bien souvent sont présents de manière illégale et qui peuvent malgré tout bénéficier de cette solidarité nationale. Le cœur de mon action, madame, se tournera vers les Français, vers les familles françaises, parce que j'en ai assez que ce soit toujours les mêmes qui bossent, toujours les mêmes qui travaillent, toujours les mêmes qui payent et qui cotisent. Et pendant ce temps-là, on accueille des millions de personnes, ça nous coûte beaucoup d'argent, donc je sifflerai la fin de la récréation en la matière. Il y en a qui sont là, qui bossent et qui ont peur. C'est le cas de Nadia, qui a des questions très précises à vous poser. Nadia, elle nous a appelé ce matin au 32-16. Bonjour Nadia. Nadia, vous nous appelez d'Indre-et-Loire, me semble-t-il. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 5 ans et demi. Vous avez votre carte de séjour permanente. Votre question à Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Bardella. Bonjour Madame. Je me permets de vous appeler parce que j'ai une petite question en fait. Donc comme je disais, donc je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans et demi. J'ai une carte de séjour permanente qui est renouvelable tous les 10 ans. Je suis cadre dirigeant dans une association, etc. Et ma question, c'est si vous rejoignez Matignon, que vont devenir les gens comme moi, qui n'ont jamais demandé la naturalisation et qui aiment la France pour ce qu'elle est? Jordan Bardella, vous pouvez lui parler directement à Nadia. Madame, merci pour votre question. Il y a souvent eu des caricatures qui ont été faites sur le projet du Rassemblement national et sur l'attitude ou le comportement qu'un gouvernement Rassemblement national pourrait avoir à l'égard de Français d'origine étrangère ou de nationalité étrangère qui travaillent et qui respectent nos lois, qui payent leurs impôts, qui ne posent de difficultés à personne. Je veux rassurer tout le monde aujourd'hui. Nos compatriotes de nationalité étrangère ou d'origine étrangère qui travaillent, qui paient leurs impôts, qui paient leurs cotisations, qui respectent la loi, qui aiment notre pays, n'ont strictement rien à craindre. Je le dis, rien à craindre de la politique que je vais mettre en œuvre. En revanche, je dis une chose, et peut-être qu'on peut se retrouver sur ce sujet. Aujourd'hui, le système social français est extrêmement attractif pour des gens qui viennent de l'étranger et qui, même sans avoir travaillé, peuvent par exemple bénéficier de soins gratuits. Donc, chère Nadia, si vous travaillez, si vous respectez la loi et si vous participez de la communauté nationale, il n'y a absolument aucune difficulté. Et je ne cesserai, moi, de rappeler, parce que c'est aussi l'histoire de ma famille, qu'il y a des millions de gens qui sont arrivés en France. Certains sont devenus français, ont acquis la nationalité de haute lutte et ils l'ont fait parce qu'ils aimaient la France. Et aujourd'hui, ces gens-là se sentent pleinement patriotes et ils ne comprennent pas, madame, qu'on continue d'accueillir des millions de gens chaque année qui semblent un peu dispensés de cet effort, de s'assimiler, de travailler, de respecter nos lois et nos valeurs. C'est très simple. Nadia, vous êtes convaincue ? Alors moi, ma question, c'est que non, je ne suis pas convaincue pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir la nationalité française pour aimer la France. On peut très bien avoir une carte de séjour et aimer beaucoup plus la France que certains qui possèdent la carte d'identité française.
C'est tout Jordan à fait ce Bardella. que je viens de vous dire, madame. Et je ne me permettrai jamais de juger sur le plan moral de votre intégrité, de votre patriotisme ou de la tâche que vous prêtez à la France. Et vous êtes pour moi l'exemple de ces millions de Français qui ont rejoint notre pays de par les précédentes décennies, comme ma famille, qui aiment la France, qui travaillent, qui respectent nos lois. Et il faut aussi le dire. Giorgia Meloni va délivrer, merci beaucoup Nadia, Giorgia Meloni va délivrer 450 000 titres de séjour d'ici 2025 à des travailleurs étrangers. Vous pourriez faire comme elle ? Il y a aujourd'hui des secteurs dans lesquels nos chefs d'entreprise ne trouvent pas de main-d'œuvre. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. On sait que s'agissant de l'hôtellerie, de la restauration, le coût du logement est extrêmement élevé. Il faut évidemment faire des efforts en la matière. Il y a aussi des emplois qui ne sont pas suffisamment rémunérés, et j'aurais aussi à cœur de permettre l'augmentation des salaires dans notre pays parce que tout augmente aujourd'hui, sauf les salaires. Donc moi, je veux permettre comme Premier ministre demain aux entreprises françaises d'augmenter les salaires de leur entreprise jusqu'à 10%, avec la contrepartie que ces 10% soient exonérés de charges. C'est un deal gagnant-gagnant que je passe avec les entreprises. Maintenant, il est clair aujourd'hui, madame, que devant une situation, encore une fois, budgétaire, économique, financière, extrêmement difficile, que s'apprête à léguer Emmanuel Macron à son successeur ou un potentiel Premier ministre de cohabitation, il faudra précisément faire des choix. Et on a aujourd'hui des secteurs, je pense aux médecins, qu'on est contraint d'aller chercher à l'étranger parce qu'à cause du numerus clausus, vous prolongerez ces décisions qui ont été prises d'accueillir des médecins étrangers. On n'a pas le choix. Mais je veux aussi, et c'est un engagement que je prends, que les médecins qui viennent de prendre leur retraite et qui accepteraient de travailler, de continuer à exercer et de continuer à soigner soient exonérés d'impôts sur le revenu. Il faut exonérés d'impôts sur le revenu. Alors, je ne le ferai pas, je le dis de la manière la plus claire qui soit, je ne le ferai pas dans les premières semaines. Parce que dans les premières semaines de mon action, j'ai indiqué mes priorités. Ça sera la baisse de la TVA pour soulager le pouvoir d'achat et redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Et ça sera la baisse des factures d'électricité. Mais je souhaite que sur les 3 ans, pour soulager aujourd'hui des territoires où nos compatriotes n'arrivent plus à avoir accès à des consultations médicales. Et je rappelle qu'il y a d'innombrables territoires en France, madame, où il y a des femmes qui n'arrivent plus à trouver des gynécologues. Eh bien, pour les médecins qui acceptent d'exercer une fois partis en retraite, eh bien, je permettrai l'exonération d'impôt sur le revenu. Mais comprenez bien que... Exonération aussi pour tous les jeunes de moins de 30 ans de l'impôt sur le revenu, vous maintenez ? Alors, madame, ça c'était le projet de la présidentielle qui avait été défendu par Marine Le Pen. Mais on a du mal à y voir clair, honnêtement. Hein. C'est-à-dire, quelle version du programme, celle de il y a 2 ans, celle d'il y a 1 an, celle d'il y a 3 semaines. Vous savez pourquoi on a du mal à y voir clair, madame ? Parce que si je deviens Premier ministre dans quelques semaines, je m'apprête à récupérer un État dont la dette est à un niveau record. 3 000 milliards d'euros de dette imputable à Emmanuel Macron. C'est en valeur le pays le plus endetté de la zone euro. Record du déficit public, 5,6% du PIB. Record du déficit commercial. Des comptes de la sécurité sociale qui tellement suscitaient la suspicion des plus hautes autorités de l'État n'ont pas été certifiés par la Cour des comptes. Je suis certain, madame, et je le dis aux Français, qu'en arrivant à la tête de l'État, on va découvrir beaucoup de dossiers dans les placards. Et moi, je veux permettre à tous les Français... Vous êtes déjà en train de justifier un certain nombre de renoncements. Non, vous savez, les Français, moi, je leur mens pas. Et dans ces élections, moi, je suis le candidat de la vérité. Je suis pas Monsieur Mélenchon, je suis pas membre de la NUPES à expliquer tout et n'importe quoi, à dire qu'on va mettre les salaires à 2 000 euros, à expliquer qu'on va donner des primes de 1 000 euros à tout le monde, à expliquer que... Ils ont annoncé le SMIC à 1 600 euros Père net. Noël. Bon, personne n'y croit. Donc moi, je suis réaliste. Je pense que pour être juste, il faut être réaliste. Et surtout, je suis le candidat de la vérité. Je ne mens pas aux Français. Et je dis aux Français, je veux vous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les finances de l'État. Dès les premières semaines, ça fera partie de mes premières mesures à la tête de l'État. Qui le fera, cet audit ? Je réaliserai un audit. Je demanderai à la Cour des comptes, à l'Inspection générale des finances, je mobiliserai les moyens de l'État pour que dans tous les grands services publics de l'État, la santé, la sécurité, la justice, l'éducation nationale, les universités, on puisse faire un audit des comptes de l'État, parce que je vais vous dire, au regard de la situation économique du pays extrêmement dégradée, d'un pays en quasi-faillite, je pense qu'il y a eu soit des dissimulations dans les placards, soit des mensonges. Regardez, du mois de décembre au mois d'avril, nous avons perdu 0,6% de points de déficit public. On est passé à quasiment 5,6 points du PIB. Donc, cette dégradation rapide Jordan Bardella me fait dire
dire qu'il y a aujourd'hui les sous. Sébastien Chenu, ici même, disait qu'il engagerait rapidement, vous engageriez rapidement une privatisation de l'audiovisuel public. Aurélien, 26 ans, nous envoie à l'instant cette question sur Direct Studio. Il est conseiller client en Loire-Atlantique. Il demande si vous comptez privatiser également la Poste et la SNCF. Non. Pas du tout. Je veux rétablir en tout cas et assurer la continuité du service public et remettre du service public dans d'innombrables communes de France où aujourd'hui on vit extrêmement loin de l'attention de l'État et des pouvoirs publics. Je pense que, pour vous répondre très clairement sur la privatisation du service public de l'audiovisuel, je pense qu'on est une grande démocratie. Vous voyez, on n'est plus au temps de l'ORTF. La France est un grand pays, une grande démocratie. Moi, je suis attaché à la liberté d'expression et par-dessus tout à la liberté de la presse. Vous voyez, moi, je suis pas à la France insoumise à organiser des manifestations devant TF1 ou devant BFM TV, à pointer du doigt tel ou tel journaliste, à mettre des fatwas sur la tête de journalistes libres en France parce que ces journalistes interviewent par exemple le Premier ministre israélien. Ça, c'est la différence. Vous parlez de notamment Rima Hassan, c'est la différence entre la France insoumise qui a manifesté devant le siège de TF1. Extrémistes de gauche et d'extrême gauche et les forces républicaines de la coalition Rassemblement National et des Républicains que je conduis ce matin. Allez-vous, oui ou non, privatiser l'audiovisuel public ? C'est un engagement que nous avons pris dans le cadre de l'élection présidentielle. Ça fait partie de la première... C'est un objectif, ça sera le temps des réformes, ça sera le deuxième temps. Comprenez bien, mon temps des urgences, c'est la sécurité, l'immigration et le pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a un besoin d'ordre dans le pays et je souhaite précisément moi répondre à cette demande d'ordre parce que je crois qu'il y a des millions de Français qui ne supportent plus ce désordre permanent dans les comptes mais aussi dans les rues du pays et je serai donc le Premier ministre de la paix civile et du rétablissement de la sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez changer véritablement ? On regarde par exemple, le rapport de la Cour des comptes. Vous lui faites confiance visiblement à la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle dit qu'il n'y a jamais eu autant d'application des peines, que ça n'a jamais été aussi répressif, une sévérité croissante du système répressif et une hausse continue des incarcérations. Ça, c'est un jugement moral et politique. C'est plus un jugement financier de la part de la Cour des comptes. Je pense que en matière de politique pénale et de politique sécuritaire, il est temps de siffler la fin de la récréation. Parce que aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas simplement franchi tous les désastres en matière économique et tous les records de déficit. Nous avons aussi le record d'immigration. La France n'a jamais autant accueilli dans notre pays. Et les records d'insécurité où en 2023, tous les voyants sont au rouge. Dans quelques jours, nous célébrerons, hélas, les 1 an des émeutes de banlieue il y a 1 an. À la suite de l'accident tragique et de la mort d'un jeune homme, on a vu un déferlement dans les rues du pays, notamment contre nos policiers. Quelles mesures de fond ont été prises ? Donc, je vous l'ai dit, la sécurité fera partie de mes premières priorités. C'est aussi l'une des priorités des Français. Et je ferai voter dès les premières semaines de mon action à Matignon une loi sécurité qui portera sur la politique pénale, avec notamment le rétablissement des peines planchers. Et je le dis parce que je trouve que c'est un scandale. Je supprimerai les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Il y en a assez. Encore une fois, que ce soit toujours les mêmes qui payent, que ce soit toujours les mêmes qui cotisent. Allocation familiale, logements sociaux. D'autres personnes, madame, font preuve de carence éducative manifeste à l'égard de leurs enfants, que les autres continuent de payer pour ces gens-là. Donc il faut responsabiliser les parents et donc je supprimerai et je suspendrai les allocations familiales aux parents de mineurs. Et les logements sociaux ? Moi, vous savez, on a eu l'occasion d'en parler ensemble sur ce plateau il y a quelques semaines. Lorsque vous avez un casier judiciaire long comme le bras, eh bien, je pense que c'est... Mais long comme le bras, c'est quoi ? Si vous avez un casier judiciaire, madame, point barre ? Madame, c'est ma position. Le Parlement précisera les choses. Il y a un Parlement, il y a des députés. Nos députés travaillent sur des textes de loi. Mais vous proposez d'expulser ceux qui ont un casier judiciaire des logements sociaux. Que le fait d'avoir un casier judiciaire long comme le bras... Mais c'est ce que je comprends pas, c'est le long comme le bras. Ça veut dire quoi, long comme le bras ? Ça veut dire c'est à partir de quoi ? Vous disqualifiez pour obtenir un logement social. Le logement social, madame, c'est une aide sociale. C'est payé par tous les Français qui travaillent pour nos compatriotes les plus en difficulté. Par conséquent, lorsque vous portez atteinte à la sécurité publique, lorsque vous portez atteinte à la cohésion nationale, vous ne devriez pas pouvoir bénéficier de la solidarité de tous les Français qui travaillent dur pour contribuer à cette solidarité nationale. Qui ? Vous nous avez parlé d'un gouvernement d'union nationale, ça veut dire qui ? Vous pensiez avoir décroché les Républicains, finalement vous avez décroché Éric Ciotti. Madame, Monsieur Ciotti est président des Républicains. Oui, si les gens ne le suivent pas, c'est au-delà de la question président, pas président, ça c'est le tribunal administratif qui en jugera aujourd'hui. Mais s'il est tout seul, s'ils sont deux... Il n'est pas tout seul. Je suis à la tête d'une coalition. Vous n'êtes pas déçu un peu quand même ? Rassemblement national. Honnêtement. Les Républicains,
Déçu de quoi, madame? Vous pensiez avoir décroché un parti, vous avez décroché un individu. Madame, ce que vous dites ne correspond pas à la réalité des faits. J'ai procédé avec les Républicains et avec le président Ciotti à l'investiture de 70 candidats. Dans 70 circonscriptions de France, il y aura un candidat commun, dont 2 députés Rassemblement sortants, national, on est bien d'accord. les dont Républicains, Éric Ciotti. dont des députés sortants, dont on est en train de finaliser les investitures. Ça sera annoncé dans les tout prochains jours. 60... Non mais attendez, l'accord est historique, madame. Je veux bien qu'on explique qu'il ne se passe rien. Je vous parle des députés sortants. Mais l'accord aujourd'hui entre le Rassemblement national et les Républicains est historique. Pourquoi j'ai voulu faire cette alliance? Parce que je veux bâtir la majorité la plus large possible pour redresser le pays avec les Républicains. On est d'accord sur un certain nombre de points. La défense du pouvoir d'achat, le rétablissement de l'ordre et de la sécurité et la réduction drastique des flux migratoires. Si les Français le décident, nous engagerons ces actions politiques dès les premières semaines de ma nomination à Matignon. Et j'ai aussi voulu, madame, cette alliance avec Éric Ciotti, parce qu'il y a un péril dans cette élection. C'est celui de l'extrême gauche. Et c'est celui d'une coalition aujourd'hui de gauche et d'extrême gauche organisée derrière la France insoumise qui peut remporter aussi ces élections législatives. Les derniers sondages montrent 31 Français, pour vous, 28% pour eux en effet. Exactement. Je dis aux Français, cette hypothèse de victoire de l'extrême gauche, elle est parfaitement crédible. Vous allez vous retrouver, si vous ne vous mobilisez pas le 30 juin et le 7 juillet prochain, en faisant barrage à ces gens qui représentent aujourd'hui un danger, qui passent leur temps à insulter nos policiers, à vouloir désarmer la police, qui refuse de qualifier le Hamas, qui a commis des atrocités en Israël, d'organisations terroristes, qui piétinent la vie de nos entreprises, qui piétinent les champs de nos agriculteurs, qui piétinent la laïcité en soutenant envers et contre tout toutes les revendications des fondamentalistes islamistes. Ces gens-là peuvent se retrouver au pouvoir. Et sur le plan économique, je le disais tout à l'heure, ils vendent absolument tout et n'importe quoi. Voter pour la France insoumise le 30 juin, c'est voter pour le Fonds monétaire international. Avec eux, en 48 heures, la France sera sous tutelle du Fonds monétaire international. Donc, je dis à tous les patriotes, à tous les républicains, et y compris d'ailleurs, parce qu'il est très probable, madame, que au second tour des élections législatives, c'est ce qu'indiquent aujourd'hui les sondages, et les sondages ne se sont pas trompés lors des élections européennes, que je sois le seul en capacité de faire barrage à Jean-Luc Mélenchon et de faire barrage à l'extrême gauche. Par conséquent, toutes les forces républicaines patriotes du pays doivent se rassembler pour faire barrage au pire du pire et à ce péril de voir l'extrême gauche remporter cette élection législative. Avec maintenant, on a vu monsieur Poutou du NPA. Qui dit rejoindre, mais on ne sait pas encore s'ils auront véritablement une circonscription. On a quelqu'un qui demain peut potentiellement être ministre de l'Intérieur d'un gouvernement de M. Mélenchon. C'est pas Philippe Poutou, ministre de l'Intérieur, vous réécrivez l'histoire là. Madame, vous m'aviez dit exactement la même chose lorsque je vous disais qu'Emmanuel Macron pouvait en cas de victoire dissoudre l'Assemblée nationale. Lorsque tous les partis politiques de gauche se réunissent, demain au pouvoir, c'est Mélenchon Premier ministre, c'est Madame Obono qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste aux affaires étrangères. C'est peut-être M. Quatennens aux droits des femmes. C'est M. Poutou qui est sous le coup d'une enquête, madame. Ils préciseront. M. Poutou et le NPA, pardon, j'en termine. Le NPA qui est sous le coup d'une enquête pour apologie terroriste pour avoir applaudi au massacre par le Hamas de civils et d'innocents israéliens le 7 octobre. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, Jordan Bardella, on a la répartition des circonscriptions au sein de cette nouvelle alliance de gauche, mais on n'a pas encore le nom des députés investis. Qui est le plus grand nombre de circonscriptions ? LFI. Voilà. Donc, il faut se rassembler parce qu'il y a aujourd'hui danger aux portes de la République. Jordan Bardella, président du Rassemblement national et candidat donc au poste de Premier ministre. Il est 8h53 sur RMC BFM TV. Merci à vous.